Chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, bonjour et merci de nous rester fidèles. Avant de vous présenter notre invité du jour, je voudrais saluer une initiative respectable et honorable à 6000 km d'ici, notamment à Yaoundé au Cameroun. Dillor Kamga, membre de la Ligue des consommateurs du Cameroun, est en grève de la faim depuis ce matin contre le projet de hausse des prix de l'électricité. Il me disait hier, dans un ton amical et taquin, je cite, « J'aurais besoin pour demain une prière, car j'entamerai une initiative non violente contre le projet de hausse des prix de l'électricité. » Respect à toi, cher Dillor Kamga. Je ne manquerai pas de convoquer également les ancêtres afin qu'ils prient pour toi, car des combattants comme toi montreront forcément le chemin. Courage. Cela dit, revenons sur notre invité du jour. Sur le plateau de rencontre avec l'artiste, une grande dame d'une polyvalence remarquable. C'est le moins que l'on puisse dire, car elle a en effet plusieurs cordes à son arc. C'est une artiste peintre, musicienne, avocate au barreau de Pontoise et romancière. C'est cependant sous sa toge de romancière qu'elle est notre invitée ce jour sur Rencontre avec l'artiste. Mais elle ne pouvait échapper à la question de la double nationalité qui a fait l'actualité dans les journaux et sur les réseaux sociaux ces derniers temps au Cameroun. Elle nous donne son avis d'experte sur le sujet. Arlette Tonnier, puisqu'il s'agit d'elle, elle est invitée ce jour de Rencontre avec l'artiste aux côtés de l'incroyable et inoxydable Alain Jules. Je vais donc de ce pas les retrouver de l'autre côté du plateau. A tout de suite. Bonjour maître Tonnier. Bonjour Alain Jules. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez commis, n'est-ce pas, un livre qui est sur le grill. Et bien évidemment, ce n'est pas votre premier livre. Parce qu'on a découvert qu'effectivement, vous avez écrit Pratiques juridiques des financements structurés en Afrique, publié chez l'Harmattan. Ensuite, Épargnons d'Afrique, Inquiétez-vous, toujours publié chez l'Harmattan. Et maintenant, vous revenez, n'est-ce pas, avec Sur le grill, qui est un roman. On a envie de vous demander directement si c'est autobiographique. Non. Je dirais que je ne pense pas que ma vie soit assez intéressante pour que je doive déjà la raconter. Mais je mentirais en disant qu'il n'y a pas un peu de moi là-dedans. Disons, quand je dis qu'il y a un peu de moi, ça veut dire que c'est des situations que je connais. L'histoire est romancée, c'est vrai, mais c'est des situations qui sont réelles. Et pourquoi j'ai fait un roman, justement, c'est parce que moi je suis avocate, hein, donc je m'intéresse aux questions de développement. Donc j'ai commencé par écrire Pratiques juridiques des financements structurés pour essayer d'éclairer un certain nombre de praticiens qui n'étaient pas imprégnés de la matière. Et j'ai été confortée dans mon idée avec l'épidémie des défaillances bancaires qu'il y a eu dans nos pays. Et je me suis rendu compte que la vulgarisation ne portait pas autant que ça. C'est-à-dire que je n'atteignais pas un public assez grand et que les lectures restaient confidentielles. C'est pour ça que je me suis dit que peut-être en portant, en adoptant la forme romancée, peut-être qu'on aura un meilleur écho. J'avoue qu'effectivement, en lisant ce livre, déjà, on voudrait vous féliciter parce que c'est très bien écrit. Donc, on se dit quand même que le niveau de la langue est très élevé, hein, et pas forcément accessible à tous. Qu'en pensez-vous? Est-ce que finalement, cette critique, elle est recevable ou pas du tout? Toutes les critiques sont recevables à partir où on livre un ouvrage à l'examen d'un certain milieu. Je dirais que bon, maintenant, quand on écrit, il faut écrire français aussi. Mon français est simple, hein, sujet, verbe, complément, je ne crois pas que ce soit particulièrement difficile. Mais bon, également, aussi apprendre un mot de temps en temps en lisant, ça sert à ça. Moi aussi, je continue à ouvrir le dictionnaire, hein, donc il ne faut pas croire. Voilà. Bon, c'est vrai que comme le disait quelqu'un, même les immortels ne maîtrisent pas tout le dictionnaire français. Alors, justement, sur le grill, qui est un roman assez long quand même, près de 400 pages, dans lequel vous décrivez en fait une société africaine complètement
désarçonné par rapport à tout ce qui se passe, ajustement structurel ici, les institutions de Bretton Woods qui imposent certaines restructurations, etc. Et l'héroïne, sa Doris, qui essaye de se battre pour... ici, n'est-ce pas, les paysans, ben, on va dire les petits porteurs qui mettent leur argent, leur épargne dans une banque, et vous vous battez pour ces gens-là. Ne pensez-vous pas que, finalement, le livre est beaucoup plus... c'est un roman, c'est vrai, il y a la fiction, etc., mais c'est beaucoup plus une œuvre politique que finalement un roman simplement comme ça. Je ne sais pas ce que vous entendez par œuvre politique. Si la politique au sens noble que moi je l'entends, c'est de contribuer à l'amélioration de la situation sociale de la population, alors il est politique. Mais mon souci était vraiment de montrer la fragilité, la vulnérabilité des populations qui se trouvent brutalisées par ceux-là même qui sont censés les protéger. C'est vrai que je me suis rendu compte que nos populations ont vraiment du mérite à vivre dans le milieu dans lequel ils vivent. D'accord. Cette question, c'était simplement parce que, effectivement, on voit toute la difficulté avec laquelle Maître Doris Boom se bat, n'est-ce pas, face, n'ayons pas peur des mots, à une espèce de machine gouvernementale complètement corrompue, complètement criminelle à la limite, qui est prête à violer les propres lois qu'elle-même a mis en place, quoi. Donc on se dit, mais finalement, est-ce que, c'est pour cela la question, est-ce que c'est un combat politique sous-jacent dans ce livre très romancé et très bien, comme on l'a dit tantôt? Alors je vous répondrai très franchement. Pour moi, et pour beaucoup d'ailleurs, je pense que l'avocat est une sentinelle de la démocratie. C'est-à-dire que on a toujours décrit la profession comme la voix des sans-voix. C'est-à-dire qu'entre l'État et le peuple, il y a l'avocat. Et comme à longueur de dossier, sur les difficultés, nous épousons des causes qui sont parfois vraiment très difficiles et très cruelles parce qu'elles concernent la vie des gens. Pour moi, le métier d'avocat est un métier éminemment politique. La preuve, hein, on n'a qu'à voir le nombre de chefs d'État qui sont issus de la profession, pour voir qu'à un moment, on se dit que bon, c'est bien de critiquer, mais quand on en a assez, il faut mettre la main dans le combat. Alors maintenant, moi, mon combat entre les pistolets. Voilà. Et alors, une autre critique par rapport à ce roman, c'est la présentation d'une héroïne qui est une femme forte, qui se bat pour son métier, qui se bat pour ses enfants, mais qui finalement, on ne va pas dévoiler ce que dit le livre, avec une fin assez romantique, on va dire, et qui finalement se retrouve complètement affaiblie par l'amour. On a eu ce sentiment-là, hein, ici au niveau du comité de rédaction. On se dit, mais est-ce que finalement elle ne fragilise pas le statut de la femme quand elle tombe amoureuse finalement d'un des bourreaux, on va dire entre guillemets, du système? Une femme forte ne veut pas dire une femme sans cœur. Ce n'est pas moi qui ai dit que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. C'est quand je veux dire que être une femme forte n'est pas incompatible avec les sentiments, c'est même tout l'inverse, c'est-à-dire que les sentiments c'est une chose qu'on ne maîtrise pas et qui est de nature à fragiliser n'importe qui. Mais je pense que justement je voulais aussi compenser le côté fort qui paraissait intraitable de Doris, parce que Doris par un côté plus sensuel, parce que finalement c'est un mélange de feu et de beaucoup de cœur. Parce qu'autant elle est intraitable sur le plan professionnel, autant sur le plan affectif, c'est quand même une fois passée incandescente, on va dire. Donc
Donc même le plus solide des icebergs monterait quand même sous un volcan. Et d'autant plus que quand on parcourt le livre, on voit au début, n'est-ce pas, cette femme qui, effectivement, elle a du cœur, elle se remet avec un ancien camarade de la fac qui se retrouve au chômage, compressé, n'est-ce pas, comme on dit vulgairement, mais elle accepte, mais finalement, il devient alcoolique. Et je disais tantôt, n'ayons pas peur des mots, elle le largue, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même le père de ses enfants. Ce côté-là, c'est pour cela qu'on parlait d'une femme très forte. Comment peut-elle après tomber complètement red dingue, comme le disent les jeunes, c'est Duncan, c'est ça? Oui, mais c'est parce que c'est deux situations complètement différentes. C'est-à-dire que quand elle largue son mari, c'est parce que je pense qu'elle a déjà dépassé le niveau de la déception. Elle attend autre chose de lui. C'est pas tout d'être compressé, mais quand on dit, mais quand on a compressé, il faut avoir un nouvel élan. Je veux dire que tout le monde peut tomber. L'important c'est de faire des efforts pour se relever. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'à un moment fatigué de servir de béquille à son mari, elle le laisse, parce que sinon elle-même peut laisser sa santé. Vous savez, les femmes ne sont pas des infirmières, hein, c'est des épouses. Infirmière, c'est un autre métier. Bon, maintenant, lorsqu'elle se retrouve avec Duncan, elle se retrouve vraiment avec quelqu'un de flamboyant. Je veux dire qui a ses travers, mais elle retrouve un peu, parce que nous les femmes, je crois qu'on a quand même on a besoin d'admirer quelque chose dans le. Je crois que c'est ça qui l'a séduit un peu chez Duncan, même si après elle était il n'est peut-être pas aussi vertueux que ça. Exactement. Et donc, finalement, en parcourant le livre, hein, il y a des scènes cocasses, il y a des rebondissements, et puis cette force littéraire qui réside au niveau des dialogues. C'est-à-dire que c'est un livre où il y a énormément de dialogues et ça vous accroche en fait. Vous trouvez-vous l'inspiration en réalité pour autant faire des dialogues? Parce qu'on est submergé par vos dialogues. Merci. Non, mais moi je pense qu'il n'y a rien de plus réel que des dialogues. Moi quand je crée le livre, je me dis qu'il ne faut pas qu'à un moment le livre tombe des mains du lecteur. Donc il faut trouver quelque chose qui l'accroche. Et effectivement les dialogues, je pense que dans les dialogues, je vais souhaiter que ceux qui le lisent se retrouvent, se retrouvent un peu dans ces dialogues-là, c'est-à-dire que se disent que telle personne aurait pu être moi, donc c'est pour ça quoi. Là on comprend mieux parce que bon, en parcourant vraiment ce très beau livre, hein, n'est-ce pas, sur le grill, il y a une autre critique, c'est-à-dire que le comité de lecture, après lecture de chacun des membres de la rédaction, on s'est dit mais il manque quelque chose au livre, vous allez nous démentir probablement, c'est le fait de ne pas citer le pays dans lequel Doris a implanté. La seule chose qu'on sait effectivement, c'est que elle est avocate, elle est rentrée en Afrique, où elle exerce, n'est-ce pas? Mais certains membres, je ne les citerai pas, qui ont été un peu choqués en découvrant dans le livre que, mais oui, elle parle de Genève, hein, n'est-ce pas, où elle va en séminaire, elle parle de Paris, justement, un séminaire à double face, on va dire, hein, on va pas dévoiler, coquin, voilà, séminaire coquin, on va dévoiler le livre, et Paris, hein, les trottoirs parisiens, le froid, la neige, etc., mais rien sur le pays africain. Elle généralise. Et on s'est dit, mais il faut qu'on lui pose la question. Il est vrai qu'il faut être pas forcément initié, mais quand on voit Atangana ici, Manga là-bas, et puis Doris, boum, on se dit quand même qu'il y a quelque chose. On essaie de savoir dans quel pays ça se déroule. Est-ce que vous avez évité de désigner le pays simplement parce que vous ne vouliez pas que ce pays soit identifié, ou alors vous
peigner, n'est-ce pas, une situation qui se déroule dans l'Afrique, dans toute l'Afrique en général. Oui, j'ai choisi un nom symbolique, effectivement, pour peindre une situation qu'on retrouve partout, parce que ça peut être au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, n'importe où. Il y a ça aussi. Et puis il y a cette, bon, des formations professionnelles obligent, moi je suis avocat. J'ai la dent dure par rapport au métier d'avocat. Et je ne voudrais pas que tel ou tel barreau, si je citais un pays, parce que c'est vrai qu'il faut le rappeler, vous avez été dur même avec vos propres confrères. Ça a été assez dur hein, quand même. Non mais je vous ai dit ça tout à l'heure, je vous ai dit que moi j'estime que le métier d'avocat, vraiment on est les défenseurs du peuple et je ne peux pas comprendre. Dans nos pays, que les avocats, c'est-à-dire les barreaux qui devraient être une forteresse, c'est-à-dire qu'une forteresse où les gens viennent se réfugier, se comportent tels qu'ils sont. Donc comme je ne voudrais pas avoir de problème particulier, je me disais quand même qu'on pouvait attendre des barreaux autre chose que la défense d'intérêts purement égoïstes. Exactement. Donc voilà, on va prendre une question, n'est-ce pas, du docteur Thomas Calvin-Djobé, qui fait partie de la rédaction. Alors, quelques petites questions hein, qu'il vous pose là, par mon entremise. Hein. Alors, Doris, votre héroïne, héros OS ou héros AUT? Que répondez-vous à cette question? Doris, héroïne ou héros, parce que déjà elle a le mérite de mener un combat qui est quand même assez difficile dans un milieu hostile. Et héros parce qu'elle est quand même porteur, ce combat-là est quand même porteur d'un message d'espoir. D'accord. Je crois qu'il va comprendre, il va adhérer à votre réponse. Hein. Ensuite, c'est la dimension amoureuse du livre. Hein. Alors pour lui, il pose la question de savoir si l'amour comme profondeur et en même temps comme synonyme de déchéance. Là. Parce que l'amour peut être une déchéance, je ne crois pas. Hein. L'amour, encore que dans ce moment, je ne pense pas qu'il y ait eu cette déchéance. C'est vrai que il y a des moments où on a l'impression que par amour il fait d'accepter, mais il me semble que justement dans le cas de Doris, elle a quand même un compromis, mais parce que c'est effectivement les femmes devant souvent ce dilemme de devoir choisir entre son mariage et son travail, et sont souvent des combats difficiles, mais pour être parce que l'on doit tout se. Et alors, il s'est attardé sur la page 224. Alors, il dit, que signifie pour vous? Nous sommes tous en sursis. Et la dictature du sens. Nous sommes tous en sursis. Ce sont les mots, hein, livre. Et de savoir ce que ça signifie pour vous, pour l'héroïne de Doris. Oui, nous sommes tous en sursis. Il me semble que c'est le paragraphe qui évoque le moment où effectivement il y a tout ce tumulte d'arrestation. Ou un ministre ordonne qu'on arrête une personne comme ça, où les procédures judiciaires sont complètement... Oui, parce que nous, je suis désolée de dire ça, c'est vrai que nous, contrairement à ce qu'on croit, nous avons de très bonnes lois qui sont souvent claires, hein, qui sont très bonnes. Simplement, ce qui pose le problème, c'est l'application. Parce que surtout dans des cas où la pratique prend le pas sur la loi, au point que les gens ne sachent même plus, quand je dis les gens, parfois les magistrats même qui sont censés appliquer les lois, se mettent à des habitudes au lieu de... Finalement, ils ne disent pas le droit, finalement. Mais oui, donc là, quand je dis la dictature d'instruction, parce que le problème du procès judiciaire, c'est la preuve. Donc, et puis nous sommes dans des situations ne sont pas acquises. C'est-à-dire que nous sommes dans des terrains, nous sommes sur des terrains autrement fragiles, et votre situation peut dépendre effectivement de l'humeur de la police. Vous comprenez? Donc c'est dans ça que je dis que nous sommes tous en sursis, parce que ça peut retomber dessus, dictature de soupçon, parce que tout le monde est soupçonné.
va revenir au livre qui est dépeint comme si l'Afrique était une zone de non-droit. Est-ce que finalement, il n'y a pas un brin de vie en Afrique où finalement on peut vivre avec des lois qu'on peut appliquer normalement? Vous savez, la justice, pour l'instant, moi c'est ce que je souhaite, hein, mais ce que je suis obligée de constater que ce n'est pas le cas. Quand on parle de droit, on parle de la loi et on parle de son application qui est de la justice. Et normalement, dans un pays de droit, le juge, la justice doit être le refuge de la victime. Parce que les mœurs ont changé. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune avocat, quand je lisais les décisions, par exemple, de la Cour suprême du Cameroun des années 70, c'était des décisions, j'allais dire, délicieuses, qui faisaient plaisir à voir. C'est-à-dire que pour un juriste, c'est-à-dire on vous énonçait le principe de droit, et même quand vous avez perdu le procès, vous étiez content, entre guillemets, de l'avoir perdu, parce que vous saviez que c'était une décision juste. Aujourd'hui, les décisions qui sont rendues, quand je dis aujourd'hui, les décisions qui sont rendues, ce ne sont plus des décisions de principe. C'est-à-dire que pour la même affaire, il faut avoir des décisions qui varient d'une espèce à l'autre. C'est pour ça que je dis que c'est comme le long sur le sable. Et justement, quand on lit vos livres, hein, malgré le fait qu'ils soient volumineux, on reste un peu sur sa fin. Alors, pourquoi? Parce qu'on se dit, voilà justement, j'y viens, on se dit, franchement, elle aurait pu écrire, n'est-ce pas, un pavé de Lamarre de 1000 pages, on aurait adhéré. Alors, c'est pour vous poser la question suivante, est-ce qu'il y a une suite? Parce qu'on en redemande en fait, on en redemande parce que les personnages pittoresques, la trame qui est vraiment, c'est vraiment très bien mené, hein. On se dit, on attend une suite quand même pour découvrir encore qu'est devenu, on va visiter le nom, mais Doris, le fameux couple, qu'est-ce qui s'est passé, les enfants ont grandi, que font-ils actuellement? C'est pour ça que j'ose espérer que ceux qui découvriront le livre vont redemander une suite. Il y a une suite. Doris, comme c'est une battante, elle est sur d'autres combats. En ce moment, elle mène un combat pour celle de Ah, mais ça c'est très important. Ça c'est très important. Nous attendons. Nous avons faim justement de Doris, cette femme battante, avec un cœur d'artichaut, on va dire. Bon, ça peut arriver. Non, elle n'a pas un cœur d'artichaut. Vous contestez. Non, cœur d'artichaut, ça veut dire que vous donnez une feuille à un, une autre feuille, donnez une feuille à tout le monde, comme chanter. Vous savez pourquoi je dis? C'est pas ça. C'est parce que finalement, Doris, elle tombe amoureuse et on se dit, elle dit, on en croit, dans le livre, c'était juste un baiser. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Alors c'est pour cela que on se dit, bon, c'est bon, elle passe à autre chose. On se dit ça. Mais finalement, l'amour a été, on va dire, plus fort. Et c'est pour cela qu'on parle de suite, justement. Que recherche-t-elle? Est-ce que, bon, il y a eu un heureux événement, on peut le dire, hein, qui s'est déroulé à leur domicile. On ne va pas raconter le livre, hein, les lecteurs vont le découvrir. Et c'est pour ça qu'on parlait de suite. Est-ce que, finalement, dans ce que vous préparez, elle sera toujours avec le même homme, ou alors elle va changer d'homme? Si on considère qu'elle n'est pas fleur bleue, alors je ne sais pas trop ce qu'on peut dire. C'est un rôle de gomme. Oh, Doris, c'est une femme normale. C'est-à-dire qu'elle vit sa vie, elle a rencontré un monsieur, bon, vous savez, elle a vu une vie sans calcul, elle a rencontré un monsieur, elle l'a aimé. Maintenant, elle mène une vie de couple. Maintenant, et après, il faudra voir maintenant si, avec l'épreuve de temps, c'est des couples qui se maintiennent, qui se défendent. Au premier coup de vent. Oui, parce que... mais comme d'habitude, elle est toujours contre plusieurs combats. Elle a toujours sa vie professionnelle, son mari. Maintenant, effectivement, il y a ses enfants qui partent. Ça fait beaucoup de terrain d'investissement. Tout à fait. Et
justement, quand je posais la question, hein, j'insiste par rapport à Doris, c'est que quand on voit son premier mari, hein, qu'elle largue, on va dire, on se dit, en découvrant, justement, quand on voit la trame du livre et tout, elle découvre que finalement... mais Doris est une grande amoureuse. Hein, oui, si. Même son premier mari, elle l'a aimé. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour cela que moi j'insiste sur le fait que finalement, est-ce qu'elle est fleur bleue et puis elle passe facilement à autre chose? Ah, pas facile, attendez. Elle a quand même fait... elle passe pas facilement. Elle est fleur bleue, ça, elle dira pas le contraire. Elle passe pas facilement à autre chose parce que même après avoir largué son mari comme lui, oui. Elle est restée un certain temps seule, faisant même l'objet de moqueries de son amie et de sa cousine. Donc elle ne passe pas facilement à autre chose. Sa grande confidente justement, sa très grande confidente. Non mais c'est vrai que le livre il est vraiment... C'est vrai que chacun le prend où il veut. Il y en a qui préfèrent l'histoire d'amour, d'autres préfèrent c'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs interprétations. Ce qui reste effectivement sur ces histoires d'amour, ce qui resteront probablement sur son combat, qui est vraiment digne, hein, parce que quand une personne se bat pour les autres, c'est vraiment très bien. Et puis, forcément, la trame... désespoir, espoir, un contrat qui se signe assez rapidement. Alors on se dit, justement, on va parler de ce contrat-là, qu'elle signe, malgré le fait que, je crois c'est Baudouin, qui est très hésitant. Est-ce que finalement, elle arrive à signer ce contrat avec le fonds d'investissement qui vient investir justement dans la banque africaine, parce qu'on ne sait pas dans quel pays ça se déroule. C'est pas finalement... son amoureux qui a fait, comme on dit vulgairement, qui a fait pression, parce qu'il y a un endroit, justement dans le livre, où il dit moi je vous avoue, si c'est comme ça, je démissionne. Est-ce que c'est cette pression-là qui fait que le contrat soit aussi rapidement signé? Il n'est pas si rapidement signé que ça, il y a beaucoup de transactions. Mais le problème était le suivant, était de savoir si le contrat est signé à cause de la relation, ou c'est parce que vraiment ça vaut le coup. Et Duncan répond en disant que, en mettant sa démission sur la balance, parce qu'il plaidait qu'il n'y a qu'en Afrique, et ça c'est une réalité, qu'on retrouve des retours d'investissement de l'ordre de 20% on fait des affaires aussi juteuses. Parce que si même ici en France, quand vous lisez les résultats, c'est des petits résultats de 8%, 5%. Quand ils ont fait 8%, ils sautent au plafond. Alors qu'en Afrique, vraiment, il y a des marges qui sont conséquentes. C'est pour ça qu'il a demandé à Baudouin là, de regarder un peu au-dessus de passer au-dessus de sa relation et voir un peu quel est l'intérêt du fonds d'investissement. Et c'est là le génie du livre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est prémonitoire. Je ne sais pas si vous êtes au courant que les parlementaires français ont déclaré, très récemment, ils ont rendu un rapport dans lequel il est indiqué ceci: l'Afrique est notre avenir. Donc, quand justement j'ai lu ce passage-là, parce qu'il parlait de 25%, je me suis dit, mais tiens, comment il a pu avoir cette inspiration bien avant que, justement, les Européens reconnaissent que, finalement, investir en Afrique, c'est plus rentable qu'investir chez nous, ici, on va dire, même comme nous sommes de là-bas, on va dire, d'Afrique. Moi, je n'étais pas au courant de ce rapport. Je vous au courant. Mais je vous dis qu'effectivement, parce que quand j'écris, moi je suis une observatrice, j'écris à la suite d'une analyse. C'est-à-dire que quand j'écris, c'est vrai que je mets ça sous forme romancée, comme je vous dis tout à l'heure, c'est quand même pour faire passer un certain message. Et c'est une évidence que c'est chez nous que ça se passe, parce que les Européens ont déjà tout construit chez eux. Vous comprenez? Il n'y a plus grand-chose à inventer maintenant aussi au niveau de l'Europe. Donc c'est chez nous que ça doit se passer. C'est chez nous que ça doit se passer. C'est pour ça que je suis, moi, quand je vois qu'aujourd'hui les pays sont en crise, et ça m'amuse parce qu'on ne devrait pas. Voilà. Donc je crois qu'on a quand même fait une petite promenade dans ce livre-là. Et on profite de votre présence, parce que vous êtes avocate, pour sortir légèrement du livre. Alors, il s'agit du pays
dont vous êtes originaire, c'est-à-dire le Cameroun, où effectivement on s'est connus comme ça lors d'un débat où vous parliez justement de la double nationalité que certains revendiquent justement au Cameroun. Et en tant que juriste, forcément, vous leur avez dit à ces gens-là, dont on faisait partie, justement, que non, attention, il y a une loi écrite. Et on croyait, beaucoup de dames croient même aujourd'hui que elles gardent leur nationalité camerounaise si elles le veulent. Qu'en est-il réellement de cette polémique sur la double nationalité? Polémique ne devrait pas exister parce qu'au Cameroun, la double nationalité n'existe pas. Ce n'est pas un problème parce que ça n'existe pas. Maintenant, que ce soit une volonté, ça c'est une autre chose. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, nous avons des lois qui sont claires. Nous avons la loi qui régit la nationalité, c'est une loi de 1968 qui avait été suivie d'un décret d'application de la même année de décembre 68. Qu'est-ce qu'elle dit? Que la femme camerounaise, lorsqu'elle épouse un étranger, garde sa nationalité, à moins qu'elle ne fasse l'option de prendre la nationalité étrangère. Voilà. Mais par principe, le principe est que tout Camerounais qui fait l'option de prendre une nationalité étrangère est déchu de sa nationalité. Donc, quand le législateur parle de son enfant en disant que lorsqu'une femme camerounaise épouse un étranger, c'est parce que le mariage n'emporte pas changement de nationalité. Ce n'est pas une conséquence légitime du mariage, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut, parce qu'en plus quand elle épouse un étranger, on ne sait pas ce que la loi nationale de l'étranger dit. Donc, elle ne peut pas rester dans l'incertitude. Elle garde ça, le législateur dispose donc qu'elle garde sa nationalité. Donc, moi, Camerounais, j'épouse un Hollandais, je reste camerounaise. Si je dis maintenant que je devienne hollandaise, déjà je vérifie que la loi hollandaise permette que moi, camerounaise, par le fait du mariage, je devienne hollandaise. Ça, c'est le premier point. Maintenant, si je fais la démarche de devenir hollandaise, donc je fais une procédure qui est prévue par le texte pour dire que je devienne hollandaise. Et à ce moment-là, normalement, au moment où le fait qu'on m'attribue la nationalité hollandaise fait tomber ma nationalité camerounaise. Ça, c'est de facto. Les choses ont été claires par rapport à votre réponse. En revanche, il y a des cas spécifiques. Le Cameroun va à la Coupe du Monde bientôt. Or, la plupart de nos joueurs sont qui espagnols, qui français, etc., etc. Au nom de quoi, justement, ceux-là profitent de fait de cette double nationalité, alors que les autres ne bénéficient pas de ce, je préfère le dire entre guillemets, de ce passe-droit-là. La réponse est dans votre question, on demande quoi? La loi que nous avons lue, il ne me semble pas que vous ayez vu là-dedans qu'il y avait des exceptions. Moi, il ne me semble pas que dans la loi de 68, on ait dit sauf Camerounais ou sauf footballeur ou sauf artiste. Moi, c'est l'occasion de dire que moi, je n'ai rien contre la double nationalité. Comme je le dis souvent, la loi est un outil. Maintenant, si nous estimons que nos sportifs ou artistes on va le double traitement, je dis si le gouvernement, le Parlement pose des vertus à la double nationalité pour une catégorie de personnes, il suffit de le dire. C'est-à-dire qu'il faut l'établir. Ce qui n'est pas bien chez nous, c'est que on prend des arrangements avec la loi, on s'arrange avec la loi comme on veut. Or, comme je le disais, ces changements de nationalité là, c'est pas tellement parce que les gens revendiquent des valeurs d'autres, se reconnaissent plus dans les valeurs d'autres pays que les leurs. C'est tout simplement pour des commodités pratiques, comme vous dites, le football et autre chose. Donc moi je pense que ce soit les règlements, de toute façon il y a une loi. Moi je sais pas, je ne suis pas une experte encore des règlements sportifs camerounais, mais si les règlements sportifs veulent prendre des dispositions par rapport à des catégories professionnelles, il me semble qu'il faut juste prendre date avec le législateur pour que ce soit
pour que ce soit clairement établi, hein, que ce soit pour les joueurs, les politiques, ou j'apprends qu'il y a des ministres qui ont des passeports français ou des choses comme ça. Non, non, mais c'est vrai. Notre entretien tire à sa fin. Déjà? Déjà. Bon, on aurait aimé vous garder, hein, ad vitam aeternam. Donc, alors, on revient sur l'habillage de ce livre, hein, qui est très bien fait. On se demande qui a fait je sais pas, c'est une peinture? C'est un dessin. C'est un dessin. Moi, l'éditeur m'avait demandé de lui envoyer une photo pour illustrer. Alors, comme je n'avais pas de photo sous la main, j'ai dessiné comme ça. C'est vous? Des talents cachés. Alors, franchement, Maître Toniel, vous nous épatez parce que là, vous dessinez, c'est très bien fait. C'est une très belle, on va dire, je vais dire photo, parce que alors que c'est un dessin. C'est très bien fait. Et on en peut fouiller. Ici, nous fouillons. Hein. Avant de recevoir nos invités, nous fouillons. Et justement, il y a une autre dimension dans le livre, c'est la description de votre côté musical. Parce que c'est une autre dimension dans le livre, et on ne voulait pas laisser passer ça justement. Alors on découvre que Doris s'y connaît, hein, en Scorpion. Notamment, n'est-ce pas, groupe, on va dire de hard rock, elle s'y connaît en afrobeat, n'est-ce pas, les chansons de Fela Ramson Kuti et autres. Et là, on se rend compte que, bah oui, finalement, elle a une culture musicale et qu'elle a été, ou elle est même musicienne à ses heures. Oh, Doris. Non, moi, je pensais disons que moi, quand j'écris, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a un peu de moi là-dedans, parce que moi j'aime beaucoup l'univers, c'est vrai, et j'aime bien de temps en temps qu'il y ait des espaces de respiration, qu'on se promène un peu, parce que je pense que si un livre on parle que de la banque, de la première à 400e page, ça risque d'être dru. Alors je trouve comme ça dans ma vie des petits moments de respiration, par exemple quand bon, et puis j'essaie un peu de faire un peu œuvre de vulgarisation, parce que des gens comme Fela, on l'écoute plus aujourd'hui, alors que c'est quelqu'un qui a bercé mon enfance. Je me rappelle l'anniversaire de mes 14 ans, mes parents m'avaient offert un magnétophone. À l'époque c'était un magnétophone avec et c'était des cassettes de Fela. Les cassettes c'était des cassettes de Fela. C'est comme ça que j'avais découvert à l'époque où c'était Lady et compagnie. Ouais, donc c'est comme ça que j'avais découvert Chakara, le Chakara et tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait. Et je pense que c'était un grand musicien qui a été emporté par le sida, que les jeunes générations ne connaissent plus. Alors moi, quand j'ai des jeunes, des enfants, j'ai une grande fille, par exemple, j'aimerais bien que, grâce à mon livre, qu'elle se dise que, mais bon, c'est vrai qu'elle les voit là, mais je veux dire que pour les autres, comme ça, il y a un musicien qui s'est appelé Fela et bon, maintenant les Winds of Change, effectivement, moi j'écoute de tout, hein, de la pop, il n'y a que l'électro qui me dépasse, mais sinon, toutes les autres musiques, et effectivement, moi-même je suis guitariste. Donc... On comprend pourquoi, on a compris qu'il y avait une culture musicale, mais... c'est très important, je crois. Mais une autre question, hein, justement, la fameuse salle de concert, on soupçonne, parce que vous ne donnez pas le nom, on soupçonne que c'est le New Morning. Alors, dites-moi, sincèrement, c'est le New Morning. Ah, mais ça veut dire que je l'ai bien écrit alors. Non, vous l'avez bien écrit, mais vous ne l'avez pas désigné. Moi, en lisant le livre, comme je suis effectivement un mélomane, hein, je vais à des concerts, etc., je me suis dit, la description qu'elle fait de ce concert d'Afrobeat, ça ressemble au New Morning. Avec cette description des photos sur les murs, je me suis dit, elle ne le dit pas, mais quelqu'un qui connaît Paris et les salles de concert doit se dire que... Donc j'ai tout juste. Non. Donc vous êtes convaincu que j'ai lu votre livre? Non, mais je m'en suis envoyé, je vous remercie. Parce qu'il n'y en a pas toujours qui se donnent cette peine. Hein. Et hélas, malheureusement, hein, alors que effectivement il faut le lire, et d'autant plus que le livre il est vraiment très enlevé. Hein. Quand on commence la première phrase, on en vise la tête de la dernière. Et encore, et c'est pour cela que je parlais tout à l'heure de l'attente d'une suite.
Vous me promettez? Non, non, vous l'aurez, elle est presque finie. D'accord. Vous l'aurez la suite, je vous la promets. Voilà, alors sur le grill d'Arlette Tognier, c'est le livre qu'il faut avoir dans vos bibliothèques. Alors, justement, maître Arlette Tognier, hein, parce que bon, ça c'est votre première casquette, hein, on vous remercie très sincèrement d'avoir accepté notre invitation et on espère justement que beaucoup de personnes, nos téléspectateurs, découvriront l'univers de votre plume qui est très forte. Hein. C'est-à-dire, il y a une force littéraire dans ce livre-là et personne ne peut résister justement à la lecture de ce livre-là sans en redemander. Voilà. Donc voilà, on espère que justement ça aura le succès qu'il mérite. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité dans ce charmant et chaleureux décor. Merci beaucoup. Merci beaucoup Arlette Tognier. Et à la prochaine surtout avec le prochain livre. S'il plaît à Dieu. Oui. Voilà. Alors merci chers téléspectateurs d'avoir reçu, n'est-ce pas, avec nous maître Arlette Tognier, n'est-ce pas, qui a commis ce livre Sur le grill, qui est un très bon livre que nous vous conseillons vivement. À la prochaine. Mandela.